d'ailleurs, bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous bien là, que vous avez eu le temps d'aller chercher à boire, de faire tout ce qu'il faut et que vous êtes de retour assis, prêts pour la suite. Donc, on s'était quitté sur ce petit exercice-là. Connaissez-vous les étapes du deuil? Visiblement, vous les connaissez très bien. On va quand même les revoir un petit peu. C'est jamais perdu de faire une petite piqûre de rappel. Et puis, peut-être qu'à travers les échanges, à nouveau, si vous avez toujours l'envie et la motivation de participer, ce qui est vraiment très très chouette, vraiment. On va peut-être aussi rajouter des choses que si ça se fait, vous ne pensiez pas ou auxquelles vous ne pensiez plus. Parce que des fois, on apprend des choses à un moment donné et puis on n'y pense plus et on se le rappelle bien plus tard. C'est sympa aussi ça. Pour voir les étapes du deuil, je me suis dit, changeons un peu la dynamique, on va se regarder une petite vidéo. Donc, je vais vous la mettre en grand. Attendez, je cherche la souris. Voilà, je vais faire appel à l'aide. Ah là, elle s'était cachée. Vous avez une petite publicité en plus, alors on n'est pas sponsorisé par eux. Livraison près de chez vous ou bien directement à domicile. L'achat de voiture qui fait vraiment plaisir. Trouvez vite la voiture de vos rêves sur autohero.com. Première fois que j'ai goûté cette tige de berce, je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible? La perte d'une chose ou d'une personne qui nous est chère peut nous causer beaucoup de peine. Pour accepter cette perte et surmonter la douleur, nous passons souvent par les 5 phases du deuil. Le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Tout d'abord, il y a le déni. Lorsque nous subissons une perte, nous nous sentons choqués et abattus, puis nous refusons tout simplement d'admettre la vérité. Ce refus de la réalité nous protège temporairement de toutes les pensées négatives et des conséquences de la tragédie. Le déni nous donne un peu d'espace pour respirer. Puis vient la colère. Nous sommes furieux et pleins de ressentiment. Et souvent, nous nous blâmons ou les autres pour la catastrophe. La colère nous protège de la douleur. Nous nous sentons moins vulnérables et plus maîtres de la situation. Ensuite, il y a la négociation. C'est une tentative de reprendre le contrôle et de négocier la réalité de la perte. Nous faisons des promesses ou cherchons des solutions extérieures pour en quelque sorte inverser l'irréversible. Lorsque la perte devient irréfutable, la dépression s'ensuit. Nous éprouvons de la tristesse et du désespoir. Nous nous isolons. En affrontant la réalité, la dépression peut nous aider à surmonter notre chagrin. La guérison peut commencer. Enfin, il y a l'acceptation. Nous admettons la réalité. Cela ne signifie pas que nous oublions, mais que nous trouvons un moyen d'intégrer la perte dans notre vie. Nous pouvons maintenant honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et regarder vers l'avenir, en sachant qu'après tout, la vie continue. Le fait d'arriver à l'acceptation ne signifie pas pour autant que tout est fini. Le deuil est une réaction émotionnelle complexe à la perte, en particulier la perte d'un être cher ou de quelque chose de fondamental comme un emploi. Ce processus est unique pour chacun d'entre nous et n'est pas toujours linéaire. Souvent, nous revenons en arrière, revivons différentes étapes ou ressentons des émotions entièrement nouvelles. Nous avons parfois l'impression de régresser, mais le soutien des autres et le temps qui passe nous aident à guérir nos blessures. Elisabeth Kübler-Ross, une psychiatre qui a soutenu les personnes en fin de vie, a observé les 5 étapes dans les années 1960. Elle a écrit plus tard: « Les plus belles personnes que nous ayons connues sont celles qui ont connu la défaite, la souffrance, la lutte, la perte, et qui ont trouvé le moyen de sortir de ce gouffre. » Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une perte importante dans votre vie? Et si oui, êtes-vous passé par ces 5 étapes ou avez-vous pris un autre chemin pour y faire face? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
Alors, évidemment, les petites questions à la fin, c'était vraiment propre à la personne qui a fait la vidéo que je vous ai présentée ici. Donc, on ne va pas répondre à la question « Avez-vous déjà vécu des deuils ?» On en a déjà parlé. Mais par contre, si vous avez envie de réagir par rapport aux 5 étapes et à la manière dont elles sont présentées ici, n'hésitez pas. Là, surtout, n'hésitez pas. Moi, je vous ai proposé ici dans les slides un petit tableau qui résume les 5 étapes dont on vient de parler. Et on va les voir un petit peu plus en détail maintenant ensemble. Donc, on a le déni pour commencer. Donc, on va dire que le déni, c'est les premières secondes, voire premières heures, voire premiers jours, suite à l'annonce d'un décès ou alors en amont d'une maladie, de la préparation à une perte. En tout cas, il y a une annonce choc et s'ensuit premièrement un déni. D'habitude, le déni est relativement court. Dès qu'il est long, on va commencer à parler de deuil complexe, de deuil pathologique. Parce que le déni, c'est d'abord un premier sursaut, un premier réflexe. Donc, ils mettent décision consciente ou inconsciente de refuser d'admettre que quelque chose est vrai. Un diagnostic, des séquelles, la sévérité d'un problème ou le besoin d'une intervention. Donc, dans un premier temps, c'est pas possible. On se dit, c'est pas possible. C'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est une erreur, probablement une erreur, mais il y a un sentiment de quelqu'un se trompe. Ça ne peut pas être vrai. Ça, c'est le déni. C'est pour ça que je dis que c'est très court. Parce que face à un déni, la personne évidemment va agir, elle va exprimer son déni et très vite on va lui assurer que si, malheureusement, c'est bien vrai. Et très rapidement, alors elle va passer dans d'autres émotions et notamment la colère. La colère, donc il fait noter acte physique ou émotif par lequel le patient tente de blâmer quelqu'un, il peut souvent s'agir du médecin. C'est vrai que quand on est dans la situation de colère, il nous faut un coupable. Ça, c'est vraiment très propre à l'être humain. L'être humain a besoin de pointer quelqu'un du doigt. Quand on est face à une personne en colère parce qu'elle est en deuil, ce qu'elle dit est irrationnel et elle va s'en rendre compte à un moment donné. Si elle ne s'en rend pas compte que sa colère perdure, que des années plus tard, elle est toujours dans cette même colère, là aussi, on est dans un deuil complexe. Alors, il faut différencier quand même l'émotion de colère et le fait de blâmer quelqu'un. Parce qu'on pourrait se dire, j'exprime ma colère, ça va prendre un certain laps de temps, c'est normal. Par contre, si dans 10 ans, je suis toujours autant en colère, là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Là, on va plus être alors dans une forme de deuil complexe ou tout simplement, voilà, il y a un petit travail à faire là-dessus parce que finalement, on est seul victime de sa propre colère. Quand on est en colère, on est le seul à le subir. Par contre, le fait de blâmer quelqu'un, ça peut rester. Ça peut rester parce que c'est ce que j'appelle, moi, un doudou. Les enfants, ils ont des petites peluches, ils ont des petits draps, c'est leur doudou, ça les aide, ça les apaise. Les adultes, on a des doudous aussi, alors peut-être que vous avez des petites peluches, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais on a surtout des petites histoires qu'on se raconte, et c'est nos doudous. Et parfois, de pouvoir dire « c'est la faute d'un tel, c'est à cause de cette situation-là, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation », si ça vous aide, si ça vous apaise, c'est votre doudou. Donc ça, le fait de blâmer, ça peut rester sur du long terme. Et est-ce qu'on va le travailler ou pas, ça va dépendre un petit peu des conséquences. Si je blâme quelqu'un, mais juste pour me rassurer moi, mais que je le blâme tout seul dans ma tête ou en parlant avec des proches, mais que je ne fais rien de négatif, que ça ne m'entrave pas dans mon bon fonctionnement quotidien, que ça ne m'a pas isolé socialement, que ça ne m'a pas fait perdre mon emploi, ça ne m'a pas fait perdre mon hygiène de vie, bah, ma foi, c'est un doudou comme un autre. À ce moment-là, pourquoi pas? Parfois, même, c'est des doudous qui sont positifs. Je vais blâmer quelqu'un juste dans ma tête et ça va me permettre d'avancer. Si ça ne fait de tort à personne, ni à moi, ni aux autres, et qu'au contraire, ça me fait avancer, on ne va pas jeter dans le doudou des gens. Dans ces cas-là, on leur laisse bien et puis peut-être qu'un jour, ils vont se raisonner ou peut-être qu'ils savent très très bien qu'ils n'ont pas raison, mais que c'est plus facile pour eux d'accepter la fausse croyance que la vraie. Parfois, c'est comme ça. Par contre, si je blâme et que je m'acharne et que je continue. Moi, j'avais ça une fois avec une séparation où l'ex-femme du monsieur, donc ils se sont séparés, le monsieur s'est remis en couple avec quelqu'un d'autre. Après, bien après, l'ex-femme harcelait la nouvelle compagne parce que pour elle, c'était sa faute à elle qui s'était séparée, alors qu'ils ne se connaissaient pas, le couple, à l'époque de la séparation. Mais c'était son doudou.
elle y tenait mordicus, mais surtout, elle harcelait. Donc là, par contre, il y a quelque chose à faire parce que là, on est en train de nuire à autrui et même à soi-même. Être tout le temps dans du ressentiment, dans de la colère, c'est pas bon émotionnellement et c'est pas bon physiquement non plus. Hein. Le corps le subit aussi ça. Donc là, on est plutôt dans du pathologique. Ah, des réactions? Une réaction, donc, et qui nous dit: moi, la colère a duré 4 ans, je rejetais sur mes résidents jusqu'au moment où on m'a fait prendre conscience. C'est pas toujours évident d'en prendre conscience soi-même. C'est même très très compliqué, hein. Parce qu'on est dedans, parce que c'est... Dites-vous bien que quand vous êtes face à un problème et que vous cogitez ce problème-là, à un moment donné, vous allez arriver aux limites des points de vue que vous pouvez adopter. Et donc, vous allez tourner en rond sur les mêmes points de vue. Et c'est là que l'intervention de quelqu'un d'extérieur, alors ça peut être un psychologue, mais ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un passant dans la rue. Des fois, on a des électrochocs comme ça de gens qu'on croise 3 secondes et puis on ne les revoit plus jamais. Mais c'est parfois quelqu'un d'extérieur qui va alors nous permettre de sortir de ce cercle de cogitation dans lequel on est enfermé depuis parfois longtemps. Et le cerveau adore les automatismes, il adore la cohérence. Donc à partir du moment où on va adopter un comportement, il va nous inciter à continuer à adopter ce même comportement par souci de cohérence et par automatisme. Allez hop, on est dans nos habitudes et on n'a pas trop à réfléchir, ça nous permet de garder de la charge mentale, enfin de diminuer la charge mentale, garder de l'espace pour les choses à traiter. Donc parfois on ne se rend pas compte qu'en fait on a sombré dans un comportement peut-être un peu irritable, un comportement de mal-être, et ça nous semble la normalité parce que le cerveau, par souci de cohérence, nous fait croire que c'est la normalité. Puis c'est quelqu'un d'autre qui va nous faire remarquer que non, on n'était pas comme ça avant, qu'on a changé et qu'il n'est pas trop tard pour rechanger dans l'autre sens, pour essayer soi-même déjà d'être mieux. Donc oui, merci pour cette petite, comment est-ce qu'on appelle ça, intervention, voilà, je ne trouvais plus mon mot, parce que oui, effectivement, c'est très important des fois d'avoir le point de vue des gens à l'extérieur. Encore faut-il l'entendre, hein, c'est pas non plus donné. Parfois on ne l'entend pas tout de suite, mais ça cogite. Donc dites-vous bien que quand vous donnez un conseil à quelqu'un ou que vous faites une petite remarque à quelqu'un, si la personne sur le moment se braque, peut-être qu'elle se braque par souci de défense, et puis qu'après elle va y réfléchir, vous allez voir les changements s'opérer par la suite. Alors la troisième étape, c'est le marchandage. Processus de négociation par lequel le patient tente de retarder l'inévitable ou de prendre ses distances de la réalité de la situation. Souvent le déni, clairement, c'est le premier point. Et puis après le reste. Colère, marchandage, acceptation se mélangent. On passe de l'un à l'autre et vice-versa. Donc le marchandage, c'est on essaye de négocier. C'est bien souvent pas négociable. Ça dépend de quel deuil on est en train de parler. Mais souvent, ce n'est pas négociable. Mais on essaye. On tente le tout pour le tout parce qu'on n'est pas prêt à accepter la situation. C'est aussi une force de caractère que de se dire « j'aurais tout fait ». Je dois tout faire et comme ça, je suis sûre à la fin d'avoir fait tout ce que j'avais à faire. Alors, je ne dis pas qu'il faut marchander, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes, quand elles sont en phase de marchandage, ça a beaucoup de sens pour eux, ça a beaucoup de logique. Pour eux, c'est vraiment la force de caractère de se dire « je ne baisse pas les bras trop vite ». Donc, de lui dire « allez, lâche prise, accepte », vous allez rencontrer des résistances. Parce qu'il y a vraiment du bon sens dans leur esprit que de marchander. Et c'est une étape à laquelle on va probablement tous passer à un moment donné. Donc, c'est... Voilà, il faut lui laisser le temps de passer. Alors la dépression, ensuite, sentiment de perte de contrôle ou de désespoir par rapport à la situation. Donc dépression et tristesse. On n'est pas vraiment sur la dépression en termes de diagnostic clinique. La personne ne fait pas une dépression. Elle pourrait, mais on ne fait pas automatiquement une dépression quand on est en deuil. Mais c'est le sentiment de tristesse, très très lourd. Alors il est tout le temps présent, mais principalement après le marchandage, dans le sens où dans le marchandage, il y a de l'espoir. Je cherche des solutions parce que j'ai toujours espoir qu'il y ait des solutions. Et quand je me rends compte qu'il n'y en a plus, ou quand je me rends compte qu'il n'y a plus celle que j'avais prévue, parce que parfois il y a d'autres solutions qu'on n'a pas encore anticipées, hein, et ça c'est l'acceptation qui va nous permettre de les voir. Mais si je me rends compte que celle que j'avais vue, que le chemin que je m'étais tracé n'est plus possible, alors là, je me sens complètement démunie. J'ai l'impression de ne plus avoir aucun contrôle, de ne plus savoir quoi faire, parce que je suis face à une situation que je n'ai pas choisie
et pourtant que je subis, que je suis bien obligée de subir. Et avec la tristesse, il y a aussi un sentiment d'injustice. Il y a souvent dans le deuil un sentiment d'injustice parce que ça nous est imposé. On fait rarement des deuils volontaires. Ou alors on ne le vit pas comme un deuil. Et alors la dernière étape, l'acceptation. Sentiment de stabilité ou de résignation alors que le patient devient un participant actif dans sa vie. L'acceptation, c'est vraiment, à un moment donné, on va sentir qu'on est un peu plus apaisé. Ça ne veut pas dire que tout est oublié, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments de tristesse, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus pleurer, qu'on ne va plus être en colère, qu'on ne va plus marchander d'une certaine manière, peut-être des fois, ou en tout cas envisager, et si ça s'était passé autrement, et si cela, qu'on n'aura plus de regrets. L'acceptation, ça veut juste dire qu'à un moment donné, toute cette tempête d'émotions qu'on a vécue, on sent que la mer devient plus calme. Ça s'apaise et il y a des moments où on ne va même plus y penser. Là où avant on y pensait tout le temps, dans l'acceptation, on va se surprendre au début de l'acceptation à se dire « Ah, mais j'y ai pas encore pensé aujourd'hui, c'est la première fois que j'y pense. » Et il est peut-être, je sais pas, midi et j'y avais pas encore pensé. Donc comme quoi, le cerveau alors commence à envisager la vie avec sa nouvelle réalité, ses nouvelles composantes, il commence à restructurer les projets d'avenir, il commence à s'apaiser au niveau émotionnel. Donc là, on peut aller de l'avant quand on atteint l'acceptation. C'est ce qui va permettre aussi parfois, on le remarque notamment dans les décès, on peut raconter des petites anecdotes du défunt sans être envahi par l'émotion. Là où c'était impossible il y a encore quelques mois, dans l'acceptation, on commence à y arriver. Et à la limite, on rigole, on raconte l'histoire et on se marre. Alors, dites-vous que dans le deuil, il y a aussi beaucoup de rire. Et parfois, c'est très surprenant. On culpabilise de rire. Mais il faut. Le rire aussi, il y a besoin de pouvoir un peu relâcher la pression parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions. Donc même dans les étapes, dans les premières étapes, on peut passer du rire aux larmes ou du rire à la colère très très rapidement. Ce que je vais vous proposer maintenant, pour un petit peu illustrer ces différentes étapes, c'est des études de cas. Je vous l'avais annoncé avant la pause. Je vais vous présenter juste après toute une histoire. Il y aura 3 études de cas au total. Vous allez avoir, alors c'est le petit logo 5 minutes, c'est le même que celui que vous avez depuis le début. Ici, ça ne nécessite pas, je pense, 5 minutes. Et en plus, l'heure tourne et ça serait chouette de pouvoir tout voir avant la fin de la matinée. Donc on va tabler sur 3 minutes. On aurait pu faire moite-moite, mais 2 minutes et demie, c'est peut-être un peu abusé. Donc 3 minutes. Et 3 minutes après, on corrige. Et alors là, je vais vous apporter quelques éléments supplémentaires. Et à nouveau, c'est le même discours que d'habitude. Vous n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des réflexions. C'est hyper intéressant. Je vous mets le petit texte et je vous laisse le lire tranquillement. On se retrouve dans 3 minutes.